Donc ce sont cinq points. La question, c'était habiter ou aménager la nature. Alors habiter, ça me paraît facile, ça me paraît possible. Aménager, non. Enfin, je pense pas. Mais cela dit, on n'a pas arrêté de le faire et on continue, pour des raisons qui sont des cultures de production vivrière, l'économie, le marché ou l'agrément. On s'amuse à aménager. Mais enfin, ça n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se contenter d'habiter, de cohabiter, de discuter. Moi, je parle du dialogue. Donc, il y a habiter, 1, 2, aménager, 3, laisser faire, c'est-à-dire finalement se remettre en discussion de cohabitation, avec quelques exemples pour ça. Et puis 4, accepter une diversité avec laquelle on a parfois des bons rapports et d'autres moins. Les animaux en font partie. Et 5, un animal particulier. Pour finir. Bon. Donc, vous avez là une situation d'immersion. Alors moi, je vois rien, mais vous voyez qu'il y a un petit vallon. Et dans ce petit vallon, quelque chose qui ressemble à une maison qui est là. Et sur le plateau, c'est le résultat du remembrement. On a eu une ouverture du paysage, tandis que dans les coteaux, c'est au contraire la fermeture. Ça date des années mécaniques qui a commencé dans les années 50, 60 en Creuse, où j'habite. Et moi, j'ai ce petit point qui est dans la vallée là. Voilà, parce que là, pour le coup, je me suis mis en situation complètement d'immersion. Donc, j'ai habité comme ça pendant plusieurs années. Parce que j'ai construit la maison. Ça a été avec les matériaux que j'ai trouvés sur place. C'était du granit. De façon à... Alors, dire que j'ai habité la nature, je ne sais pas si c'est... Enfin, je vous parle de mon expérience, là. Je ne sais pas si c'est le juste mot. En tout cas, je me suis mis dedans. Mais vraiment, complètement. Et ça, voilà, ça c'est la situation qui vous montre le paysage ouvert où finalement on est en contact avec des êtres vivants sans doute, mais on n'a absolument pas la situation de l'immersion. Et puis ma situation qui est celle de l'immersion, avec une construction très archaïque, c'est des pierres mises les unes sur les autres, des végétaux qui sont, alors c'est la situation encore de l'immersion, qui sont quelquefois collés à la maison, même un peu trop, parfois. J'étais obligé de les... c'est dommage. Quand je revois cette image, je me dis, zut, c'était génial quand même. Il y avait ce mélange, quoi, cette imbrication. Sauf que le bambou, il allait démonter la maison. Moi, je sais comment je l'ai construite. Bon. Voilà. Donc, c'est un bricolage composé avec des matériaux qui sont là. Les tuiles sont du bois, c'est du châtaignier. Aujourd'hui, je les ai changés, c'est des robiniers, mais peu importe. Voilà. Donc, c'est cette chose qui fait que il y a un rapport direct avec les matériaux qui sont sur ce terrain. Et je suis allé les chercher. Il y en a qui sont bruts, ramassés au bord de la Creuse, des schistes. Et puis tout le reste, c'est du granit, pareil. Et quand il y a des granites un peu taillés, c'est parce que je les ai ramassés, parce que les gens les jetaient, en fait, pour pouvoir construire leur maison en parpaing. Ils avaient des très belles maisons, enfin, des très belles architectures. Maçonnerie, mais pas forcément des belles maisons. Et même à l'intérieur, je me suis fait un escalier parce qu'il ne voulait pas le faire, le menuisier. Il avait dit non, il y a une fenêtre là, il y en a une là-haut, je ne sais pas faire ça, puis ça tourne, enfin bon. Alors je suis allé chercher une branche de châtaignier. Donc la nature nous donne ça. Vous voyez, c'est pas compliqué évidemment, mais il faut la chercher. Mais on trouve tout ça comme sans doute les humains ont fait tout le temps. C'est pas du tout quelque chose de novateur. C'est simplement que c'est possible. Voilà. Et tout est à l'avenant. Donc on est dans la situation d'immersion, d'accommodement. On fait comme les animaux, un peu plus organisé quand même, parce que ça c'est le château. C'est le château aux toilettes. Château aux toilettes sèches. Évidemment, il y en a un autre qui s'appelle les TSP, c'est les toilettes sèches de proximité. C'est un petit peu plus chic, mais parce qu'il y a un tableau et tout. Mais enfin, voilà quoi. Et tout ça me fait... Parce que ça, c'est vieux. C'est vieux. J'ai commencé en 77 et je continue, parce qu'on n'arrête jamais. Mais ça, c'est récent. C'est Notre-Dame-des-Landes. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, je me suis dit, mais oui, forcément, bon, ils ont récupéré des matériaux. C'est pas du tout les mêmes matériaux, forcément. Ça n'a pas d'importance. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils habitent. Ils habitent vraiment.
ils sont dans le contact avec les choses de récupération, quelquefois, hein, et ils font des œuvres. C'est des conceptions amusantes. Bon, j'en ai plein d'autres, j'ai pas tout mis, vous les connaissez sans doute, mais j'ai beaucoup aimé ce temps que j'ai pu passer là-bas. Et puis en Guyane, récemment, je suis allé voir appelé pour différentes choses sur Kourou, enfin bon, un petit peu un cauchemar, mais quand on rentre dans la forêt, c'est pas mal. Et il y a aussi des gens qui habitent là. Et il y avait notamment un pépiniériste où j'avais l'impression qu'il était dans la situation d'immersion que je pouvais vivre très facilement. Donc oui, habiter, c'est vraiment une possibilité. Et j'ai beaucoup aimé son architecture, son dispositif, le fait qu'on est en proximité avec une forêt fantastique sans l'abîmer. Et c'est pas mal. Il y a des animaux qui passent là-dedans, c'est bien. Alors après, aménager. Là, ça se gâte un peu parce que c'est sûr que pour arriver à faire des aménagements, presque toujours, ça passe par une exploitation qui va vers la monoculture parce que c'est plus simple, et notamment depuis qu'il y a une industrialisation, une exploitation, disons, industrielle du territoire. Là, c'est vraiment violent. On voit quelque chose d'encore un peu poétique sur une image comme celle-ci, où il reste des éléments de structure qui étaient un parcellaire, avec des haies, mais où petit à petit elles disparaissent au profit d'une ouverture, et ça va finir par disparaître complètement. Mais il y a d'autres endroits, même encore aujourd'hui dans le monde, où il y a des structures complètement archaïques. Ça correspond à ce qu'on appelle certaines fois l'agriculture héroïque. Aujourd'hui, un tout petit peu valorisé par les tourismes à l'île de Lanzarote, où l'architecture des socos, c'est le nom qu'on donne à ces murets pour protéger du vent, crée un paysage absolument extraordinaire. Là, tout l'espace est aménagé, enfin tout l'espace qui est celui de la Jeria qui donne du vin. Hein. Chaque pied est un plan de vigne. C'est un travail de dingue, hein. Enfin, franchement. Mais c'est à la fois très beau, très curieux, pas du tout dangereux, et c'est quand même un aménagement. Bon, sinon, ça peut être violent. Vous voyez, on coupe parfois les arbres comme on le fait avec un champ de blé. Ça, c'est des machines. Les premières que j'avais vues comme ça, c'était en Nouvelle-Zélande. J'y croyais pas. Parce qu'on avait l'impression qu'on était devenu nains, étant donné que les grands arbres, c'était des champs de blé. Donc on coupe, vous voyez les machines, vous imaginez, enfin, c'est assez dur. Et là, pour le coup, il y a une espèce, ça c'est du Douglas, et puis il n'y a plus rien d'autre, quoi. Ou du maïs, comme vous voulez. Enfin bon. Sur un sol où il n'y a rien, y compris dedans. Donc on peut aller jusque-là dans un souci, pas que d'aménagement, mais bien sûr de production. Hein. C'est les problèmes dans lesquels on est. Alors parfois, c'est pas ça. On croit qu'on va faire de l'ornement, de l'agrément. Voilà, on choisit des espèces exotiques. Sur la gare de Saint-Sébastien, dans la Creuse, j'ai connu cet arbre, un acacia boule, qui n'a pas du tout aimé la façon dont on s'est occupé de lui. On l'avait pourtant planté dans un pneu, parce que vous le voyez, le pneu. Et le pneu a vieilli, mais lui aussi. Hein, il n'a pas tenu le choc parce qu'il a dû subir tous les désherbants qu'on a mis pendant des années jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça tuait tout. Voilà. Et on a changé aujourd'hui. On commence à voir réapparaître ça. Vous êtes dans une ville, vous avez de la chance. Hein. Mais pendant très longtemps, ailleurs, ça n'a pas été comme ça du tout. Et la nature était justement complètement chassée pour faire propre. Cette image, je trouve qu'elle est très emblématique d'une période où on a le début de la réapparition d'un vivant, l'herbe, dans un système qui vous emprisonne, la grille. Et maintenant, on est passé à autre chose, et finalement, les grilles sont parties, ça c'est dans la ville de Paris, et il y a des tas de plantes qui poussent au pied des arbres. Hein. Mais c'est pas nouveau ici, peut-être, mais ça l'est. Voilà. Puis là, l'impuissance du vivant face aux installations, donc aux aménagements que nous faisons, nous, dans l'espace urbain, c'est assez étonnant. Et j'ai découvert petit à petit que finalement, l'enrobé n'était pas quelque chose qui tuait systématiquement. Probablement, ça ne stérilise pas complètement le sol en dessous. Ça maintient peut-être l'humidité. Là, il y a un tilleul qui est content de démonter l'enrobé à Châteauroux. C'est à Châteauroux. Bon, puis il y a des manières de traiter qui sont encore actuelles pour maintenir des alignements, pour garder la vue dans un axe. Ça, ce sont des choses complètement archaïques. On pourrait s'en passer. Vous voyez, ici, on est à Téhéran. Il y a très peu de végétation dans ces zones très désertiques, mais avec l'eau qui arrive des montagnes, ils arrivent à faire des parcs et ils ne taillent pas les arbres comme nous le faisons nous. C'est un peu différent. Et puis, ça va, tout ça, jusqu'à éventuellement
la sacralisation d'une plante, même dans la ville, qui est tellement étonnante par son comportement, sa survie, que finalement on la laisse. Vous voyez un arbre qui est comme ça, d'habitude on l'enlèverait, quoi. On dirait c'est pas beau. Bah si, c'est un monstre fantastique. C'est un catalpa en fait. Il est dans le jardin du Luxembourg à Paris. Ça c'est un être pleureur à Lausanne qui a pris toute son ampleur. Il n'a jamais été taillé de sa vie, il est au bord de la route. Ça c'est un peu différent. Alors lui j'ai pas compris parce que c'est l'île d'Aix. Vous savez, Napoléon passait quelques jours là, puis après il est parti, puis il est mort. Mais c'était sa dernière île, je crois. Il y a un musée Napoléon, un jardin, et il y a un arbre que vous voyez là. Et tout est aménagé, pour le coup, là, oui, autour et à partir de ça. Et on vous dit, ça, c'est Napoléon qui a greffé, parce que vous avez une ligne qui ressemble à une ligne de greffe, un frêne sur un orme. Bon, je sais pas, il n'y a peut-être pas de botanistes parmi vous, mais enfin, ça paraît très improbable, ça. C'est presque impossible, même biologiquement. Moi, j'ai eu un abécédaire à faire là-bas. Alors, à la lettre N, j'ai choisi Napoléon. Un Napoléon. Qu'est-ce que c'est un Napoléon ? C'est un jardinier intermittent capable de greffer un frêne sur un orme. Mais sur l'île d'Aix. Un Napoléon sur l'île d'Aix, parce qu'il y a d'autres significations. Voilà, donc il y a des arbres sacralisés, même scénographiés de façon étrange. C'est dans un parc à Téhéran. Ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Ah oui, qu'est-ce que c'est que l'aménagement ici, dans la ville ? La ligne de pointillés qui vous respecte les arbres en question. C'est très rare de voir ça. Nous ne faisons pas ça. On devrait. Ça, c'est pas mal, hein ? Alors ça, je pense que chez nous, même si on aime beaucoup les arbres, on n'oserait pas. Ça, c'est à New Delhi. Enfin, cela dit, on les connaît, c'est des arbres, des fables assez fantastiques qui montent très haut, mais qui ne vont pas tomber. Simplement, on a toujours cette espèce de névrose de la peur, et les branches vont tomber, les arbres vont, etc. Non, on sait que ça... Il y en a qui tombent, ça arrive. Mais là, ils les gardent, comme vous voyez. Et ça, c'est à l'île de Paros. C'est un... Alors, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on aménage, vous voyez, parce que quand on reprend le titre de la question, de l'exposé, qu'est-ce qu'on a fait là ? Il y a la création d'une maison, il y a une séparation, une clôture, et encore, c'est pas sûr. Enfin, bref, c'est une combinaison, et je trouve ça intéressant qu'il y ait cette façon-là de se comporter avec les êtres vivants que sont les plantes. Ça, c'est juste à côté de chez moi. Dans la Creuse, l'épicier m'a dit, j'arrive chez lui, c'était il y a un an, venez voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, je vais voir, et je me trouve en face de ce Polovnia, avec ses feuillages extraordinaires. Il sort du muret le long de l'escalier, et il me dit, qu'est-ce que je fais ? Je dis, vous le laissez, il va détruire le mur, mais ça, c'est pas un problème. Parce qu'un mur, c'est facile à construire autrement, ailleurs, etc. Tandis qu'un arbre, à faire pousser comme ça, c'est pas du tout évident. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare aussi, mais qui peut arriver. C'est des mécanismes de l'enveloppement. C'est un conifère. On est dans une limite de 2 propriétés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et l'arbre a décidé de manger la clôture, parce que vraiment, il n'en a pas besoin. Et voilà. Moinsartou, là, c'est le platane, qui, vous savez, est un arbre qui vraiment fait ça avec beaucoup de force. Et là, c'est la place du marché. Vous voyez qu'il y a encore le E et le S. Mais là, il n'y a plus que le S. C'est 2 ans plus tard. Et finalement, on va bientôt pouvoir stationner. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez la puissance, quand même, de ce monde vivant-là, auquel on ne fait pas très, très attention, en tout cas pas comme ça, alors qu'il est là, il travaille avec nous, on est tout le temps, le marché, tout le monde y va. Voilà, puis ça c'est récent, c'est à Foura, face à l'île d'Aix d'ailleurs, les roses trémières sont sorties de l'enrobé, ça nous a beaucoup intéressés, rappelant un travail qu'on avait fait avec l'équipe Coloco, en désasphaltant 1 hectare de parking à Lecce, au sud de l'Italie, et on a planté, et ça a poussé... Et ça pousse très très bien. Alors ça, c'est un peu étrange, mais sans doute parce que ce matériau maintient l'humidité dans le sol.
Et bon, on voit bien comment ça se passe dans les rues aujourd'hui un peu partout. Les racines des arbres vont très loin, pas celles de ces petites plantes-là. Mais ça, vous voyez, on est passé de la grille à quelque chose de complètement différent maintenant. Si on y repensait maintenant, est-ce qu'on ferait des ronds, des carrés? Et là, c'est des carrés, par exemple. C'est la rue Faidherbe, on est dans le 11e arrondissement à Paris. Voilà. Alors moi, j'ai eu l'occasion de laisser la place à l'expression de la nature dans quelques cas. Un qui est dite l'île d'Herborance au parc Matisse à Lille, une surface de 2300 mètres carrés qui est surélevée à 7,50 mètres de haut, où là, on fait rien. C'était une butte dont j'ai gardé un plateau, hein, la hauteur, le milieu de la butte, et tout le reste a été enlevé. Mais c'était soclé, c'est toujours comme ça, pour valoriser le travail de cette nature, voilà, entre guillemets, hein, je ne sais plus comment il faut utiliser le mot. C'est le vent, les oiseaux qui apportent les graines et qui font pousser tout ça. Ça, c'était il y a très longtemps, c'était entre 80 et 90. Maintenant, c'est devenu une forêt. Alors, la ville avait pris peur, avait fini par planter des arbres au pied pour cacher tout ça, parce que c'était pas chic et tout. Bon, puis finalement, maintenant, ils se sont calmés. Et ils ont dit, oui, ils ont fait une pédagogie auprès des habitants qui, eux, se plaignaient parce que c'était une friche. Mais expliquer aujourd'hui qu'une friche, ça n'est pas du tout un lieu désespérant, parce que c'est seulement un territoire d'abandon, ce serait seulement un territoire d'abandon du pouvoir, mais que c'est au contraire un territoire d'accueil à une diversité chassée de partout ailleurs, et donc, à ce moment-là, un trésor, ben c'est difficile, parce qu'on change de modèle culturel, et il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas habitués. Donc voilà, donc ça c'est l'île d'Herborance au parc Matisse, et pas loin d'ici, donc à Saint-Nazaire, c'est sur le toit de la base où c'est dit le jardin du tiers-paysage, mais c'est pas tout à fait exact parce qu'il y a la majeure partie de la base sur le béton qui est plantée. Alors là, c'est très artificiel, on est obligé de mettre du goutte à goutte, hein. Il y a de la terre et des bacs. Une autre qui est sur presque rien, donc c'est une choix d'une série floristique qui vit de façon très frugale, et ça marche bien. Et puis finalement, une dernière partie qui est pédagogique, et avec justement des étudiants et des enseignants du lycée Jules Rieffel qui viennent faire le relevé régulièrement de ce qui apparaît. Donc ça, c'est forcément aussi le vent et les oiseaux qui ont mis les plantes et qui vont transformer ça en un petit bosquet un jour ou l'autre. Ce que je dis aux étudiants, encore, c'est dans notre métier, à nous, quand on ne fait rien, on est utile à tous. Bon, pas tous les métiers, mais celui-là, oui. Parce que si on ne fait rien, on laisse faire, quoi. Donc ça fait une forêt. Et ça fait de l'oxygène, on en a besoin, voilà. Bon, il y a des endroits où ce serait un peu difficile. Vous voyez, paysagiste dans le Sahel, ça fait pas beaucoup de forêt. Mais chez nous, oui. Ici, ben, vous connaissez. La carrière Meuse-Misérie, moi, m'a beaucoup fasciné. Et j'avais fait la proposition qu'on n'y touchait pas vraiment. Qu'on pouvait laisser ces cascades, d'ailleurs elles y sont toujours, hein, ces cascades de lierre absolument magnifiques, quand même une très belle présence. Bon, là, ils ont rajouté un peu d'eau pour amuser, mais elle était déjà là, la cascade, je dirais. Un paysagiste ne pourrait pas faire ça. Hein. C'est un travail de fou, il y en a une espèce de... C'est du temps, quoi. C'est très très long. C'est une sculpture étrange, un sol qui était déjà là, tout près. Enfin bref, j'avais dit, voilà, on est sur la tête du parcours de la biodiversité à Nantes, alors on fait rien, on fait juste un tout petit peu de facilité pour marcher là-dedans, et puis c'est tout, s'abriter, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'on fait une pédagogie quand même sur la diversité en place, et puis voilà. Et ça mais là, j'ai dit là, ça... faut l'enlever, quoi. Parce que ça bouche la vue. Vous avez quand même toute la Loire, là. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, évidemment. Mais, puis on m'a dit, oui, mais c'est sacré, c'est bon, parce que c'est NBIC qui l'a construit, c'est du béton armé. Le premier à faire du béton, d'accord, ben, c'est pas grave, ça. On peut en garder un petit bout. Vous voyez, puis on enlève tout le reste, quoi. Alors le silo à bagnole aussi, quoi, franchement, bon. Parce que quand même, cette perception, cette vue sur la Loire, elle a une force énorme qu'on n'a pas du tout depuis d'autres endroits de Nantes, parce qu'on n'a pas
la hauteur. C'est un belvédère, cet endroit-là, quand on est au-dessus de la carrière. Voilà, bon, donc ça, on y est pas. Mais enfin, cela dit, c'est le projet vers lequel ça s'est dirigé est quand même mieux que celui qui était prévu auparavant, puisque c'était embouché avec des immeubles, enfin des barres de logement. Donc la carrière n'existait plus, tandis que là, elle existe encore. Moi, mon projet, il consistait à dire, tiens, voilà, ça s'appelle le Cap 44, on en garde un petit bout là. Puis on fait une grande esplanade qui va jusqu'à la Loire et qui s'appelle l'esplanade d'Enpic. Et puis voilà. Bon, ça s'est pas fait comme ça, hein, mais c'était une possibilité. Donc c'est un usage d'une gratuité, quoi, qui est quand même extrêmement généreux. Hein. Cette chose qui arrive, ça prend du temps peut-être, c'est vrai. Sauf c'est là, quoi. Et vous savez l'histoire de la toile verte à Nantes. Quelque chose, juste un mot, je disais là-dessus en parlant avec la Johanna Roland, que quand on est dans ces vallées, c'est assez étrange et unique. J'ai pas beaucoup de villes où il se passe quelque chose de ce genre. On ne sait pas qu'on est en ville. C'est assez rare parce qu'on les voit pas tellement. Enfin, quand il y a des feuillages, hein, des feuilles, bon, on voit pas tellement la ville, on l'entend même pas. On est dans un autre monde, et ce serait très dommage en favorisant l'accès à ces vallées qui sont assez nombreuses et très belles, qu'on fasse des aménagements qui soient dans les normes, parce qu'on risquerait de banaliser tout. Vous voyez, là, on n'est pas du tout dans un espace banal. Bon, je comprends que le long de la Loire, on a une autre vue, c'est autre chose, ça appartient pas exactement aux autres vallées qui ont un mystère complet. Enfin, tout ça est très intéressant comme projet. Alors, quand je lui ai dit, il faut faire un projet hors norme, elle a dit oui. Je ne sais pas si c'est vrai. On verra. Voilà. Bon, après, c'est les animaux. Je vais finir là-dessus. Ceux-là sont des animaux d'utilité qui nous aident. C'est des moutons à l'ENS à Lyon, un parc de 8 hectares, avec une gestion qui est classique dans le centre où on tombe pour rassurer. Mais sur les bords, on fauche. Là, on est carrément dans un autre monde. Ça, c'est un travail qu'aurait pu faire, justement, que font d'ailleurs les étudiants du lycée Jules Rieffel. Hein. On fauche, on fait les foins, on donne aux moutons. Ils sont contents. Et eux, on n'a pas beaucoup besoin de s'en occuper parce qu'ils sont élevés ils sont originaires d'une île au nord de l'Angleterre qui, pendant très longtemps, ils ont été abandonnés. Ils sont très autonomes. Voilà, c'est un jardin très riche en diversité, très bien géré, et où il y a une économie de gestion, une espèce de recyclage comme ça. Bon, ça, c'est un peu une autre question que celle d'aujourd'hui, mais qui est très importante, elle est économique. Et c'est pour 1 millier d'étudiants, on est dans un campus. Animaux en tant que référence symbolique, le jardin du musée du Quai Branly que vous avez évoqué tout à l'heure, la tortue est base pour moi, parce qu'en étudiant des ouvrages sur les cultures qui allaient se trouver à l'intérieur du musée, je trouvais que la tortue revenait tout le temps. Avec Nicolas Gilsoul, à qui on réfléchissait là-dessus, oui, il vient de faire un livre qui s'appelle Les bêtes de ville, ça tombe bien, il est très au courant de tout ça, il aime bien. Et là, on a c'est les cosmophores en Asie, elle porte le monde, hein, c'est pas rien. Elle est un siège sur lequel on fait avouer les coupables dans le pays d'Ogon en Afrique. Elle est la forme d'un campement avec la queue qui donne la direction de la rivière. On est en Amérique du Sud. Et puis c'est partout, en fait. C'est dans bien d'autres. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, voilà, là, ça revient un tout petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure avec la question de la nature, c'est-à-dire une espèce d'état fusionnel. Ces sociétés humaines sont encore dans une relation fusionnelle avec la nature. Et nous ne le voyons pas du tout comme ça. Nous sommes cartésiens. Hein. C'est dommage. Hein. Et bon, enfin, c'est comme ça. Et on ne comprend pas forcément tout ce que nous est raconté par ces humains-là. Et je me suis servi de la forme ovale pour la retrouver un peu partout. Je trouve que dans le bassin, on a des animaux qui sont arrivés, des canards. Voilà. Et des hérons. Il y a un héron qui est arrivé dans Paris. Hein. Il se promène. Ça, c'est une sorte de caille, une pergola en forme de tortue, etc. Alors, maintenant, comment nous acceptons cette nature à travers les animaux, parce que là, je ne vous parle même pas des insectes. Hein. En général, on les applaudit, on les écrase, on ne cherche même pas à savoir qui ils sont. Et là, on nous explique que les corneilles sont méchantes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, parce que, bon, je ne suis pas très sûr. Mais enfin, bon, c'est pour... Là, on nous dit les chiens sont mal élevés.
Ou alors, ils sont pas bien éduqués. Ils n'ont pas appris à lire. Et des choses comme ça c'est en Allemagne. Mais il y a des endroits où c'est pas du tout comme ça. À Santiago du Chili, la présence de la nature animale, elle est là avec les chiens. Ils sont très diversifiés. Alors oui, il y en a un qui dort sur le passage piéton, mais tout le monde est d'accord, hein, il appartient à personne. Hein. Ils sont à tout le monde. Celui-là, il se demande ce que fait Decaux. Celui-là, il joue avec les policiers. Il va aller tourner vers la moto là-bas, l'autre va revenir. Il s'amuse, hein, tout le monde s'amuse avec les chiens. Voilà. Et puis celui-là, il est fâché parce qu'il est domestiqué, il est en prison. Tandis que l'autre est libre. Il se dit, zut, j'aimerais bien aller dans le... Voilà. Ça, c'est très rare. Enfin, chez nous. C'est à New Delhi. Je finis avec cet animal-là, parce qu'il y a tous ceux qu'on dit nuisibles. J'ai été sollicité il n'y a pas longtemps par des juristes qui me disaient, mais qu'est-ce que vous pensez, la liste des nuisibles? Là, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas du tout quoi dire. Je les suggérais qu'on pouvait faire une liste des comportements, de la différence des différents comportements. Mais nuisibles, pourquoi nuisibles? Pour qui? Et bon, moi, quand j'ai eu mon terrain, vous avez vu le lieu, j'ai commencé à me dire, je vais arrêter de tuer. Parce que j'avais pris à tuer. Quand on est ingénieur horticole, on tue. Enfin, on apprend à tuer. Et on tue tout. Hein, tout ce qu'on ne veut pas garder, toutes les plantes, sauf celles qu'on veut garder, tous les animaux, sauf ceux qu'on veut garder, etc. Ça continue d'exister comme ça. C'est ce qu'on fait à l'échelle agricole, vous le savez. Le glyphosate fait partie des armes. Et c'est absolument terrible. Mais quand j'ai commencé à vouloir avoir mon terrain pour dire, parce que mes clients, j'avais des clients privés au début, je ne pouvais pas les prendre pour cobayes en disant on va expérimenter, nanana. Donc ça n'était que chez moi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec la taupe? Et là, c'était pas très facile, hein, parce que trouver le côté positif d'un animal que vous avez appris à éliminer toute votre vie, j'ai fait ça, j'ai empoisonné des vers de terre avec de la strychnine qu'on met ensuite dans les trucs de taupinière et tout. Strychnine, je vous dis pas, hein, ça a été interdit évidemment, mais on a remplacé ça par des bombes, des fusées, des trucs, des choses. C'est fou ce qu'on a pu mettre pour vouloir tuer les taupes, on n'y arrive pas toujours. Et donc je me suis dit, j'ai regardé, on attend. Et quand on donne un coup de pied dans la taupinière, comme ça, à ce moment-là, ça fait un petit peu plus de terre d'aller sur l'herbe. Mais ça va, je ne joue pas au golf. Et l'année d'après, ou même avant, il y a des tas de plantes qui germent là, parce que c'est des plantes qui ont besoin des graines, qui ont besoin de germer dans des terres remuées. C'est ce qu'on appelait les messicoles autrefois, ces plantes-là. Les plantes des moissons sont celles qui toujours apparaissaient sur des sols remués. Vous voyez, quand on retourne pour semer, faire des céréales, eh bien ça fait venir aussi d'autres dans les sols vivants, là où il y a des graines qui attendent, et ça c'est la levée de dormance de ces graines qui attendaient. Donc chez moi, je vois arriver des molènes, des épurges, des euphorbes, des tas de trucs très intéressants, mais je dis voilà, parce que ces plantes-là, les nielles, les nigelles, les coquelicots, les bleuets, tout ça, enfin les coquelicots existent encore un peu, mais ça a disparu des cultures, vous les voyez pas. C'est des plantes qui sont en voie de disparition, parfois totale. Le vrai bleuet simple, on ne le voit plus. Bon, mais c'est parce qu'on l'a tué. Alors, je me dis, merci la taupe de sauvegarder, de sauver et de protéger une diversité qui est éliminée, chassée de partout ailleurs. Parce que dire qu'il y a une plante qui disparaît comme ça, ça n'a pas l'air extrêmement grave, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a tout l'écosystème qui disparaît avec elle. Il y a les chenilles qui se nourrissent, les fourmis qui viennent s'amuser avec les chenilles, les oiseaux, etc. Enfin, c'est forcément complexe. Donc vous tuez beaucoup plus que vous ne croyez. Donc je dis, merci la taupe. Et là-dessus... vous voyez, ça les molènes poussent énormément sur les sols retournés. Hein. Chez moi, elles viennent toujours sur les anciennes taupinières. J'ai 4 espèces de molènes, ça transforme le paysage à chaque fois. Ah, qu'est-ce qu'on voit là? Rien. Ah si, il y a un truc qui a disparu, bon, c'est pas grave. Et donc, cet été 2019, l'été dernier, il y a eu une exposition sur mon travail à Lausanne. Et Lausanne Jardin, ça coïncidait avec ce qu'on appelle Lausanne Jardin 2019. Et ils me disent, vous devriez faire un jardin. Je me dis, non, moi, j'aime pas faire des trucs éphémères, comme si c'était un décor, un objet. Un jardin, c'est autre chose. C'est quelque chose qui se suit dans le temps. Ils insistent, et ils me disent, le thème, c'est le sol. Bon,
Je leur dis, je vous propose un jardin de taupes. Bon, là, il y a eu un blanc. Puis ils ont quand même insisté. Et finalement, je leur ai dit, écoutez, je vous propose un cadran solaire pour taupes, parce qu'on est en Suisse. Hein. Mais enfin, pas pour nous, mais à propos des taupes. Alors là, ils ont dit oui, et on l'a réalisé. Il n'est pas très joli, hein, c'est dommage. Mais enfin, c'est quand même ça qui a été réalisé et qui va probablement rester finalement. C'est pas forcément éphémère. Et l'idée est la suivante. Hein. C'était quand justement j'avais des clients privés et que je tuais tout, avec les produits chimiques, les machins, là, j'arrive chez l'un d'eux, il avait ouvert les fenêtres, on était au rez-de-chaussée, il avait son fusil. Et puis il me dit, ouais, de toute façon, elle arrive à 7h le matin, à midi, à 5h l'après-midi. Il était très, très énervé. Et bizarrement, parce qu'il était presque midi, il avait raison, la taupinière monte, là, et tire dans la pièce. Je ne vous dis pas dans les oreilles. Il dit, mais on ne peut pas jardiner comme ça. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez décisif. Et comme un peu plus tard, j'ai eu mon terrain, forcément, j'ai pensé les choses autrement. Mais j'avais gardé en mémoire les 3 heures. Donc, on a fait un projet assez moche, hein, mais qui parle d'une chose très importante. Vous voyez, voilà le gnomon, il fait 6 mètres de long. Il fallait mettre une boule pour que les enfants ne se piquent pas. Donc, voilà. Et il est installé sur ce talus. Les rochers, je ne sais plus où ils sont. Bon, il y en a 3. Voilà. Et donc, je finis sur... Oui, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a eu un semis de ces plantes à cycle court qui poussent sur les anciennes taupinières, sur les terres remuées, et qui vont mourir après avoir fait les graines. Hein, c'est le cas de toutes les annuelles. Là, elles sont fanées, donc on ne voit plus rien. Mais enfin, le projet était comme ça. Alors, je finis là-dessus parce qu'on a quelque chose qui est une haie qui sépare un petit jardin d'une rue. Il y a des habitants là-dedans qui, moi, m'ont fait une sorte de démonstration de l'équilibre de l'habitat fantastique avec des araignées dont je ne connais pas le nom. Ça, c'est en sud de l'Italie. Et puis ça, c'est mon plan d'urbanisme préféré. Alors, c'est la dernière image. Hein. Vous voyez, si on partait de l'idée que, au lieu d'aller d'un point A à un point B avec une efficacité qui est fonctionnaliste, la rapidité, atteindre le point le plus vite possible, etc., ce serait tout droit. Surtout dans un pays plat. Mais là, c'est tout plat. On voit que finalement, l'urbaniste, il a imaginé qu'il fallait protéger, partir à gauche, à droite, parce qu'il y a des masses boisées, parce qu'il y a des plans d'eau, parce qu'il y a des animaux, parce qu'il y a des humains peut-être aussi qui habitent. J'appelle ça la préséance du vivant, c'est-à-dire ce qui vient avant toute chose, ce qui vit. Alors, ça peut être une diversité végétale puissante, mais aussi bien animale, rien ne vit sans l'autre, et bien sûr humaine. Et à ce moment-là, ça donne des systèmes fonctionnels qui sont un peu bizarres, avec des hésitations, des reprises et tout. Voilà, c'est un plan d'urbanisme très organique. En fait, c'est pas ça du tout, évidemment. C'est une vitre, c'est le Velux chez moi. Un matin, je vois, il y avait eu un courant d'air et les pollens étaient venus s'installer. Et là-dessus, pendant la nuit, je ne sais pas qui est venu, un escargot, 2 ou 3, qui ont fait leur chemin, leur tracé. Et là, on est devant une autre figure que celle qui répondrait à la nécessité d'aller le plus vite possible d'un point à l'autre. Donc voilà comment je voyais ces images. J'ai choisi ces images pour aborder cette question de habiter, aménager ou pas. Peut-être pas. Merci de votre écoute. Alors,